Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Questions de sport. Là, je questionnais ce soir pour parler de la question de la structuration des clubs de football au Cameroun. C'est notre thème principal de ce soir. Mais à côté, quelques actus qui viennent de tomber. On va parler dans quelques instants de la décision ou bien des résolutions du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Réunion du comité exécutif qui vient de se tenir du côté du Caire en marge de la CAN des moins de 23 ans, dont la finale aura donc lieu demain. La CAF a décidé que le calendrier de cette compétition de la CAN 2021, bien sûr, sera modifié au regard de la plus forte pluviométrie en la période de juin-juillet 2021 au Cameroun. On en parle avec nos différents invités. Il sera également question de la sortie de Modeste Mbami qui a dit non à la Fédération camerounaise de football après sa nomination comme team manager des Lions A'. Quelles sont les craintes de l'ex-Lion indomptable du Cameroun? On en parle avec nos invités. On rappelle le thème principal, bien sûr, c'est sûr, les clubs de football au Cameroun. Premier invité ce soir, Serge Pensi, consultant en matière de foot. Bonsoir Serge. Bonsoir Marc et bonsoir tout le monde. Vous êtes un habitué de ce plateau. Alors, en parlant d'actualité, le comité exécutif de la CAF vient de prendre quelques résolutions après s'être réunis du côté du Caire, Ahmad et compagnie. Et l'une des résolutions nous intéresse. Elle concerne la CAN 2021. Et la CAF nous apprend que de concert avec le pays organisateur, la date de la compétition ou les dates seront modifiées vu la pluviométrie dans cette période-là. Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce qui peut bien motiver ce revirement de la CAF au sujet de la date de la compétition? Alors déjà, il faudrait vérifier si en ces mois-là, juin et juillet, il pleut vraiment comme... Parce que je pense qu'en septembre, il a plu un peu plus cette année. Et en octobre, il continue à pleuvoir. D'ailleurs, il continue de pleuvoir. Nous sommes en novembre. Donc, je ne sais pas si c'est une question de pluviométrie, mais je me pose bien la question si ce n'est pas lié à la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu l'année prochaine à la même date. En 2021, oui. Oui, d'ailleurs, on avait soulevé ce problème quand on avait allumé la CAN en juin. On avait dit que ça allait poser un problème avec la compétition de la Confédération. Mais comme on a annulé la Confédération, on est passé maintenant à la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est ça. Bon, vous savez, chez nous, on a un peu honte de ce... Donc pour vous, c'est une sorte de supercherie Non, je pense que ceux qui dirigent le football mondial, ceux qui ont la main mise sur le football, ont décidé que ça doit être comme ça. Et ils ont transmis peut-être que le courrier ou la direction à la CAF, et la CAF doit appliquer. D'accord. On y reviendra. Autre invité ce soir, il s'agit de Charles Mongué Mouyemé, expert en communication et marketing, et qui est un observateur très averti des questions sportives. Charles Mongué Mouyemé, justement, on en parlait lors d'une précédente émission de questions de sport. On s'inquiétait justement de l'aspect climatique, de la période de cette CAN 2021, même si en Égypte, ça s'est joué en juin-juillet récemment. Mais là, vous pensez également comme Serge que c'est une fuite en avant de la part de la CAF de faire ce rétropédalage? Il y a quelque chose en dessous? Bonsoir Marc, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et vous savez que je n'assume pas beaucoup le titre d'expert. D'accord. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas jusqu'à ce qu'on me fixe la Coupe du Monde des clubs. Je l'avais dit sur un autre plateau, normalement, le CIO, moi je ne parle même pas de la FIFA, le CIO devrait faire une assise, une grande assise pour les grandes compétitions mondiales. Parce qu'il y a du cannibalisme dans la tenue des événements sportifs. Pour harmoniser les grandes compétitions. Envergure. À un moment donné, même les annonceurs vont s'égarer. Quand vous mettez Tour de France, Roland Garros, vous mettez Jeux Olympiques, Coupe du Monde féminine, etc., Coupe du Monde des clubs, et puis on vous dit qu'il y a d'autres compétitions, basket, etc. À un moment donné, Copa América, ça va. Vraiment, le CIO doit se dire, mais attention, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons vulgariser le sport. Si nous voulons vulgariser le sport, est-ce qu'on doit faire que les grandes compétitions qui attirent les regards, qui attirent les foules, se bouffent comme ça? Peut-être qu'il faut faire un grand calendrier de ces choses-là. Ce ne sera pas simple, mais je crois que
En ce moment-là, l'Afrique sera représentée, l'Asie, tout le monde s'assied autour du CIO parce que c'est lui qui fédère toutes les disciplines. Et le CIO dit, mais écoutez, messieurs, voilà, voici la situation. Les annonceurs, nous savons que nous n'en avons pas beaucoup, ceux qui financent vraiment le sport. Eh bien, voici les compétitions de grande envergure qui ont acquis aujourd'hui une grande notoriété. Il faut qu'on continue à les financer. Voici les médias en face. Tous les médias n'ont pas 10 chaînes pour pouvoir les spécialiser. Comment on fait? Et aujourd'hui, donc, ce qui arrive là à la CAF, c'est qu'on met la Coupe des Confédérations, la Coupe des clubs, et elle vient faire concurrence à la CAN. Or, c'est les mêmes individus, quasiment. Le problème du déplacement de la CAN de janvier, février à juin, c'était qu'on nous libère nos stars. Parce que à ce moment-là, Champions League, c'est fini. Vraiment, ok, chaque club va dire, ok, vas-y, tu reviendras, on va te donner quelques jours de permission pour la préparation d'avant-saison. Parce qu'en janvier, juin, janvier, février, si tu y vas, tu perds ta place. C'était le chantage. Et même ceux qui venaient lever le pied. Parfois, on avait l'impression qu'ils ne s'engagent pas trop. Et il y avait un chanteur, c'est vrai, on est obligé de libérer. Mais quand ton entraîneur te dit, mon cher ami, tu y vas, mais si ton remplaçant est meilleur que toi, ben, tu vas faire banquette au retour. Ouais. La FIFA ne peut pas gérer ce chantage. Donc aujourd'hui, on recule. C'est une reculade. La CAF nous avait dit qu'elle a étudié les climats, qu'elle a une étude sur les climats en Afrique. C'est pour ça qu'on a choisi. Et aujourd'hui, en fait, qui dirige la CAF? C'est bien la FIFA. Justement, on est sous normalisation à la CAF. D'accord. C'est pas étonnant que la décision de la FIFA prime sur la CAN. Justement, j'allais embrayer avec notre troisième invité sur la question. Nasser Njoya, bonsoir. Bonsoir Marc. Vous êtes dans le domaine du marketing sportif, CEO de votre entreprise et également vous suivez ces actualités. Récemment nommé dans une des commissions du championnat d'Afrique des Nations. Félicitations, hein, c'est l'occasion de vous féliciter. Mais en revenant sur cette CAN 2021, le fait que Fatma Samoura soit aux commandes de cette CAF confirme le fait que la FIFA est en train justement de nous coloniser à 100%. Parce que là, on voit que notre CAN est en ballottage. Bonsoir tout le monde, aux panélistes et à nos invités qui nous regardent. C'est vrai que la présence de Mme Fatma Samoura à la tête de la CAF n'a pas été bien perçue. C'était un peu comme une contre-performance de Hamad, parce que Hamad est arrivé avec un projet empreint de beaucoup de rigueur. Il disait vouloir tout changer, mais les choses changent, mais sans lui. C'est ça. Donc déjà, je ne vais pas utiliser le mot colonisation, parce que sinon on dirait que bon, on a mis une de nos sœurs peut-être masquer les choses, mais je pense que c'est la première fois que, si je ne me trompe pas, les panélistes pourront me rectifier, qu'une confédération gérant le football en relation avec la FIFA est sous administration ou bien sous gestion, sous normalisation, comme ça se dit souvent. Ça ne fait pas très bien, surtout pour celui qui est la CAF qui est aussi venu normaliser l'Africa Foot. Donc ça ne fait pas très bien pour l'image du football africain, ça ne fait pas très bien pour Hamad. Et quand on vient ajouter cette déprogrammation de la CAN, qui était placée justement en mois de juin-juillet pour pouvoir arrimer au calendrier international, pour pouvoir nous permettre à ce que nos stars arrivent en pleine forme sans avoir des soucis avec leur club. Et là, on revient encore au calendrier d'avant, alors que Hamad venait apporter ce qu'il appelait une sorte de modernisation contre le conservatisme qu'il allouait à Yatou. Et on se rend compte que le vieux sage Ayatou avait peut-être mieux vu les choses. Que cette CAN, si on la laissait en juin-juillet, ça devait être une CAN de l'Afrique du Nord. D'accord. Est-ce qu'on va arriver maintenant à une CAN à 2 vitesses où une fois on le fait en Afrique subsaharienne avec les conforts climatiques, une fois on le fait en Afrique du Nord avec le confort climatique, puisqu'il faut dire aussi qu'en janvier-février en Afrique du Nord il fait très froid. Bon. Mais le football arrive quand même à se pratiquer là-bas, donc c'est quand même très très problématique. Je pense que c'est pas très bien pour l'image de la CAF, c'est pas une très bonne chose pour l'image de Hamad aussi. D'accord. Quatrième et dernier invité sur ce plateau de questions de sport,
Il se nomme Guy Djita. Bonsoir Guy. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes entraîneur et formateur, diplômé licence CAF. Oui. Vous avez beaucoup plus fait également des recherches. Oui. Dans promoteur de club de football aussi. D'accord, oui, promoteur de club de foot, énormément de casquettes au Cameroun. Mais avant de revenir sur vous et sur le sujet principal qui vous concerne beaucoup ce soir, si vous étiez donné d'être sélectionneur d'un pays et que la période de la compétition soit changeante d'un moment à un autre, est-ce que vous serez à l'aise sur la planification de votre travail? On n'est jamais à l'aise quand les périodes changent, mais il faut s'adapter. On apprend à tous les entraîneurs qu'il faut s'adapter toujours. Vous pouvez commencer ici en entraînement, il pleut. Il va falloir trouver d'autres façons de travailler. Vous pouvez monter un programme d'entraînement, les joueurs ne s'adaptent pas, il faut modifier et passer à autre chose. Je pense que la période n'est pas le problème, mais c'est la façon de s'adapter à la situation qui est importante un peu plus. D'accord. Vous avez donc compris, tous nos panélistes sont bien assis. Le temps pour nous justement de faire cette courte transition pour parler en profondeur de cette décision ou bien de cette résolution du comité exécutif de la CAF qui a une grande conséquence sur cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. À tout de suite. De retour sur le plateau de questions de sport, on a 10 minutes justement pour évacuer ce sujet. Alors Charles Mongemouyeme, la CAF annonce dans une de ses résolutions, le comité exécutif, que de concert avec le pays organisateur, ils vont pouvoir choisir une nouvelle date de la compétition. Est-ce que vous voyez que ça peut se disputer après juin-juillet ou bien avant juin-juillet, c'est-à-dire retourner à janvier-février? Quelle serait pour vous la meilleure option? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on recherche à travers la CAN? Ce qu'on recherche, c'est que ce soit une fête de foot africain, où les meilleurs footballeurs africains vont se produire sur leur continent. Ceux qu'on a l'habitude de regarder à la télé, en se disant, ouf, l'Afrique aussi a des superstars, on les voit au pays, on les voit au continent. Si c'est dans cette optique-là qu'on organise la CAN, est-ce que la programmer après juin-juillet, alors que les gars seront en préparation de saison, c'est-à-dire préparation physique, ils appellent ça PPG, etc. Quel est l'entraîneur de club en Occident qui va accepter qu'on interrompe sa préparation pour aller faire une compétition qui demande beaucoup d'énergie, au risque pour lui de perdre une pièce maîtresse pour son début de saison? Ça va être compliqué pour les clubs là-bas. Donc, après, c'est-à-dire octobre, novembre, honnêtement, et même pour nous, pour le côté festif, chez nous, c'est rentrée scolaire, les parents sortent de grosses difficultés, on n'a déjà pas d'argent en temps normal. Alors, si en plus, vous nous demandez d'aller au stade après les rentrées scolaires et tout ce que les APE nous auront pris, est-ce qu'on aura les moyens pour aller regarder les matchs qui ne concernent pas forcément le Cameroun? Autre point d'interrogation, les élèves viennent de commencer l'école. Est-ce qu'ils seront libres pour aller remplir les travées des stades? On a vu dans la dernière CAN, on se plaignait qu'il n'y a pas assez de public. Il risque d'y en avoir encore beaucoup moins si on fait ça en même temps que les rentrées. Donc pour vous, la CAF va rentrer indubitablement vers la ça période va être de la janvier, période février. d'avant. Oui. À mon sens, ça va être la période d'avant, puisque à cette période, on a joué à cette époque. Mais le problème d'avant aussi va revenir, celui de la disponibilité et de la libération psychologique de nos stars. C'est-à-dire, elles n'auront pas l'esprit tranquille par rapport à leurs prestations. Donc voilà le souci. Donc pour moi, ça risque d'être janvier-février, le retour à l'ancienne formule. D'accord. Avec la réalisation, on va avoir quelques images des chantiers en cours, parce que cette nouvelle va forcément un impact sur la préparation du Cameroun qui doit abriter cette compétition. Nasser Joya, quand on sait que Garoua, la ville de Garoua, a de gros problèmes actuellement avec la société Franck Potoma qui a abandonné totalement les chantiers qui lui étaient dédiés. D'ailleurs, elle avait déjà vu son champ d'action être limité par l'État, retirer quelques chantiers, elle a abandonné les chantiers.
la ville de Garoua n'est pas retenue pour le CHAN de 2020. 2021 à venir, si la compétition se joue en janvier-février comme on le pressent actuellement, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Cameroun, compte tenu des délais désormais de rigueur de la CAF? Il faut retenir deux choses, Marc. Déjà, au mois de juin, le football se joue souvent en Afrique. Puisque après la saison européenne, on a très souvent 2 matchs de la CAN ou des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde qui se jouent en cette période. Donc ça veut dire que le football se joue en juin. Donc je pense que la CAN peut se jouer en cette période-là. C'est pas comme s'il pleuvait tous les jours. Et à Yaoundé même, il pleut moins. Il pleut un peu plus à Douala, mais il pleut moins à Yaoundé. Donc pour vous, la motivation est forcément ailleurs? La motivation est ailleurs. Je pense que la FIFA et la Coupe du Monde des clubs et les enjeux économiques, ils sont pour quelque chose. Maintenant, quand on revient sur l'élément du stade de Garoua que tu as évoqué, il faut se dire aussi que lors de la dernière visite de la CAF, il était demandé au Cameroun que au mois de juin 2020, c'est-à-dire dans 9 mois, que les stades du Cameroun devaient être prêts. Donc, je pense que si tout est mis en œuvre, le stade de Garoua devait être également prêt à ce moment-là. Donc, maintenant, pour jouer une CAN, il en faut combien de stades? Je crois 6 stades. Oui. Donc, si on enlève, désormais, c'est 6 groupes. 6 groupes, oui. Si on enlève le stade de Garoua et que les 2 de Yaoundé, les 2 de Douala, celui de Limbe et celui de Bafoussam sont prêts, la CAN peut se jouer sans Garoua. Ça serait dommage pour nos frères du Nord qui aimeraient bien aussi vivre la CAN. Mais je pense que si on respecte le cahier de charges de la CAF, qui est de livrer tous les stades au mois de juin, je pense qu'au mois de juin... Au mois de juin 2020. 2020, justement. Au mois de juin 2020, le Cameroun devrait être prêt pour accueillir la CAN. Justement, avec cette modification de la date à venir, on est en train de rétrécir un peu le champ d'action du Cameroun, Serge Pensy. Si le délai c'était de présenter des garanties à juin 2020, là, alors que la CAN était prévue pour juin 2021, désormais, si ça bascule, comme c'est pressenti en janvier-février, on va également basculer le délai de rigueur. Est-ce que c'est pas problématique pour le Cameroun, cette décision qui vient de prendre la CAF là? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au sorti de la préparation de la CAN 2019, on avait dit que le Cameroun avait besoin de 6 mois. En plus, pour terminer tous les stades. Quand on regarde l'avancement dans les chantiers, oui, mais écoutons, Olembe qui a non, peine restons d'abord dans repris, ce qu'on nous avait livré comme statement. On nous avait dit, si on avait 6 mois encore, on va livrer les stades, on va livrer tout. Donc, ajouter, et si on prend la date de janvier-février 2021, mais ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Je pense que le Cameroun a assez de temps pour terminer ses stades. Donc, le problème ne se pose pas là, pour terminer les stades. Normalement, les délais, 6 mois, on a 1 an. On vous donne 1 an pour terminer les stades. Donc, je ne pense pas que ça pose un problème. Donc, pour moi, non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est ailleurs. Et puis, aujourd'hui, on évoque le problème de pluviométrie. Je ne sais pas s'il pleut, des gens qui connaissent... On l'avait cité par le passé, non? Quand la CAF voulait faire justement glisser cette date à juin. Ça veut dire que si on évoque le problème de pluviométrie, ça veut dire que vous avez une ville comme Londres. Si vous connaissez Londres, il pleut tout le temps à Londres. Les équipes ne jouent pas là-bas. Ils jouent. Donc, à la CAN du Gabon, il pleuvait. Oui, mais et puis les nouveaux stades, les stades construits là, les nouveaux stades, que ce soit au Limbe, que ce soit celui de Yassa, et tous les nouveaux stades de Limbe et tout ça, ils ont un système de drainage hyper sophistiqué. Donc vous pouvez jouer sous la pluie et puis vous n'avez pas de problème. Donc il est clair que la FIFA... Non, ça ne fait pas le problème de pluviométrie. Je crois qu'on a des adultes et même des gens expérimentaux au comité exécutif de la CAF qui doivent accepter. Parce que l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Hein. On ne peut pas prendre tous les Africains comme des pantins, comme si on ne peut pas réfléchir. On doit dire, OK, il y a la hiérarchie dans les compétitions. La Coupe du Monde des clubs, certainement, a une position... Le rapport de force. Oui, c'est tout. C'est le rapport de force. Et dit qu'OK, avec la Coupe du Monde des clubs, on ne peut pas organiser la Coupe du Monde des clubs en même temps que la CAN. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décaler la CAN. Et là, tout le monde comprend, on accepte. Mais si on nous invite, c'est un plateau pour venir l'expliquer aux Africains, mais je vais toujours venir. Parce que ces messieurs-là, c'est simple de dire aux Africains, écoutez, il y a la Coupe du Monde des clubs et il y a la CAN. Et rapport de force, la Coupe du Monde des clubs,
forcément. Elle est au-dessus de la CAN. On va déplacer la CAN de telle date à telle date. Et d'ailleurs même, pourquoi on avait déplacé Chamongue, il me l'a expliqué. Parce qu'on voulait avoir et le problème, on voulait avoir tous nos stars. Est-ce qu'en déplaçant maintenant la CAN encore... On ne ressuscite pas un vieux problème. Non, en déplaçant la CAN en janvier, février. Parce que c'est la seule solution qu'on a. Hein. Oui. On va déplacer. On n'aura pas les joueurs. On va encore avoir le même problème avec les joueurs. Bien sûr. Les joueurs. Et puis, Serge, quand tu dis que la Coupe du Monde des clubs est supérieure à la CAN, non. Ce n'est pas vrai. En termes d'intérêt, je parle en termes d'intérêt. C'est pas supérieur. Mais il se trouve que notre compétition, à nous, la CAN, mais elle est sponsorisée par les annonceurs occidentaux. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, sur le plan du rapport de force, faire face à la FIFA. Puisque c'est eux qui vous donnent encore des annonceurs. Alors, pour sortir sur la question Guigita, le business a véritablement pris le pas sur le foot en tant qu'entraîneur, formateur. Est-ce que ça vous désole? Parce qu'on remarque que dans la guerre entre l'UEFA et la FIFA pour les revenus en termes de compétition, l'UEFA qui a largement pris le dessus sur la FIFA qui a décidé de créer cette compétition des clubs un peu plus élargie. Ça se jouait par le passé avec seulement les champions des continents. Désormais, ça se joue avec plusieurs clubs, dont les joueurs africains vont y prendre part. Est-ce que vous n'êtes pas un peu désolé quand vous regardez un peu la tenue des choses, que c'est vraiment du foot business aujourd'hui, un peu à outrance? Non, ce que je dirais tantôt, je reviens pour dire bonsoir à tous les panélistes, je ne l'ai pas dit tantôt dès le départ. Et bonsoir à tous les gens du 237, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est bon pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit supérieur en 2019. Aujourd'hui, on tente le capitalisme. On peut dire outrance, on peut dire timide ou modéré, mais c'est du capitalisme. Moi, je regarde sur un élément simple. Les Occidentaux commencent à faire des études financières extrêmement importantes. On se rend compte aujourd'hui que la masse monétaire que génère une CAN est inférieure de très loin à ce que peut générer une Champions League. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils regardent derrière eux? C'est qu'ils regardent l'audience. Je vous prends un simple cas. La CAN en Égypte. Combien de personnes sont venues au stade? On regarde la Champions League. Un match même qui se joue en Chine entre Barcelone et Real de Madrid génère combien de personnes? Ils arrivent à se dire, qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Ce qu'ils veulent, on doit le comprendre, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. On arrive aujourd'hui, c'est qu'à nous de considérer le sport aujourd'hui comme un spectacle. Et j'en viens encore à dire, ce n'est pas construire des stades seulement qui suffit, mais c'est de créer des centres de formation véritables. C'est de créer des projets autour du football. Voyez-vous, autour d'une CAN comme celle que j'ai vue en Égypte, je n'ai pas vu un gros documentaire sur un magasin de sport qui faisait des spectacles. Il n'y a pas ça. Pourtant, vous le verrez quand vous arrivez. Serge ne me démentira pas. Quand vous arrivez à Liverpool ou à Manchester, c'est tout un business. Vous voyez une organisation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être certain, c'est que ce n'est plus la CAN qu'on vient regarder, c'est tout un spectacle. Combien de gens, moi j'ai vu des matchs à la CAN où on voyait, ça était à moitié, presque vide. Qu'est-ce qu'ils disent quoi? On va mettre un championnat à un période de saison haute qui va générer des revenus minimes. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent, écoutez, prenez la saison basse, laissez-nous gérer notre argent avec la saison haute, où on peut inviter les Messi, les Cristiano Ronaldo et je n'en sais pas qui d'autres joueurs. Ce que regarde juste, c'est que les gars sont concentrés, focus sur leurs revenus et sur leurs gains. D'accord. Ce que je peux dire derrière. Merci pour rapidement pour conclure. Ça peut se résoudre très simplement. Je crois qu'aujourd'hui, on parle toujours de la population de l'Afrique et tout et tout. Les Africains doivent prendre conscience qu'ils doivent développer le football, le sport chez eux. Voilà. Hein? Moi, c'est incompréhensible qu'un pays, je ne parle peut-être pas du Cameroun, qui a peut-être entre 20 et 30 millions d'habitants, mais un pays comme le Niger qui a 200 millions d'habitants et qui n'est pas un grand championnat. Franchement. Donc, les Africains doivent prendre conscience que... Eh bien, c'est clair. Oui, et ça se règle seul. Si on a des championnats, on n'a pas besoin d'avoir des championnats comme en France et tout ça. On a des championnats comme en Tunisie, comme au Maroc. Regardez par exemple l'équipe de Tunisie, nationale de Tunisie. Ils jouent avec 11 joueurs, 9 sont de championnat local. Donc, on peut nous tous imaginer un peu si on a ce niveau de championnat un peu partout en Afrique. Mais on organise une compétition, on dit que non, on mène comme ça en juin. Ça ne pose aucun problème. Puisque les professionnels nous imposeront pas. Puisque les Sud-Américains le font chez eux. Hein? Donc, c'est à nous de travailler. Belle transition pour le sujet du jour. Ouais, justement ça. Et ça montre également que notre CAF est vraiment assez légère sur... Non, n'est-ce pas la CAF qui est légère. Les États africains doivent se développer. Voilà. Si tu te développes, tu développes tout. Si tu développes... On va subir tout. Oui, mais attendez, on développe tout. Ça veut dire qu'on va développer les universités, on va développer la médecine, on va développer tout. Et donc le sport aussi ne va pas rester derrière. Lui aussi va se développer. D'accord. Ok. Merci. Le temps pour eux de prendre la première ou la seconde actu du jour, puisque celle de la CAF a supplémé un tout petit peu notre
conducteur de ce soir et la réalisation. On parle justement de la sortie de Modeste Mbami, qui à la surprise générale a débouté nos amis de la FECAFOOT en refusant de signer au poste de team manager des Lions après une pour le CHAN 2020 au Cameroun, compte tenu de son statut champion olympique, champion d'Afrique. Lion indomptable pendant plusieurs années, Modeste Mbami, qui décide donc de ne pas occuper ce poste. Il a soulevé quelques raisons. On parle justement sur un autre angle. L'actualité a déjà fait le tour des médias tout au long de la semaine. Mais Charles Mongué Mouyeme, sur la sortie de Modeste Mbami, sur son refus, est-ce que ces craintes sont justifiées selon vous? Les craintes qu'il évoque, d'abord, avant l'absence de contrat, la situation du football camerounais, il a dit qu'on n'est pas dans un contexte parfait pour qu'il puisse s'installer, que notre football est assez chancelant. Le milieu n'est pas propice pour qu'il vienne s'y installer. Ces craintes sont justifiées, ça c'est certain, puisque on a des précédents sur lesquels on peut s'appuyer. Libye fait une Coupe du Monde, il est champion d'Afrique, on l'a oublié très vite, il fait une Coupe du Monde et on le limoge quand il n'a pas encore ramené des mineurs au Cameroun. Parce que les U17, c'est des mineurs. On limoge tout le staff, c'est-à-dire que pendant le voyage du retour, ces gars n'avaient pas d'encadrement, l'encadrement adéquat. C'est un gars qui avait des problèmes psychologiques parce qu'on a perdu. Ils vont s'engueuler dans l'avion, ils n'auront plus qu'à passer. Quelqu'un m'a dit, le coordonnateur des équipes nationales, il n'a pas de psychologue. Il ne peut pas gérer, c'est le sélectionneur qui peut leur dire, asseyez-vous, nous avons perdu, c'est le jeu. Je vous avais dit au départ. C'est lui qui a autorité même sur eux. C'est lui qui a autorité sur eux. Donc, ils sont revenus, vraiment, chacun pour soi. Vous imaginez le désarroi des parents s'ils sont consciencieux qu'on a des précédents. Donc, je pense que moi, ce qui me sidère dans cette affaire, ce n'est pas tant le fait qu'on peut le limoger, il peut ne pas avoir de contrat, mais c'est que, et c'est le panéliste en face, notre ami entraîneur, qui dit que nous sommes en 2019. En 2019, une association, c'est-à-dire la fédération, nomme encore des gens sans les consulter. Moi, c'est ça qui me sidère de ce niveau de légèreté. Parce que c'est un niveau très élevé de légèreté. Et j'apprends ce soir que dans leur défense, ils disent qu'ils lui ont fait un WhatsApp. Ils aggravent la situation. C'est-à-dire, vous voulez nommer tout un team manager. Peut-être qu'ils savent pas ce que c'est. Vous nommez tout un team manager avec un petit WhatsApp pour lui dire que bon, on a l'intention. Pourquoi ils font ça? Parce que dans leur tête, c'est un gâteau qu'on répartit. Serge, je t'envoie une part de gâteau. Ok, Serge aussi a faim. Oui, ok, je prends. J'arrive. C'est la mentalité qui préside ce type de nomination. Et Mbami a parfaitement raison quand il dit que si on le consulte, ils vont aller sur un programme ou sur un projet pour savoir qu'est-ce qu'il peut apporter, ce qu'on attend de lui. C'est ça une fédération à peu près normale. Ce d'autant plus qu'on reçoit la compétition, vous imaginez en plus. C'est nous qui recevons le CHAN. Il y a un peu plus de pression. Il y a plus de pression, il y a plus de travail à faire pour un team manager. Mais là, non, bon, Olembe, on peut nommer qui là? Serge Pensi, non, il est contre nous. Marc Chouamou, même là, on l'avait touché. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que le gâteau est là. Allez, donnez une part à tel, donnez une part à tel autre, et puis tout le monde est content. Moi, c'est désolant, mais je pense que... mais est-ce qu'ils ont même conscience? Parce que parfois, ils ont déjà eu tellement de gifles au terme desquels ils ne prennent pas conscience que même celle de Mbami ne va pas changer leur fonctionnement. Donc, attendons que les choses changent. Nasser, dans la lettre, dans le communiqué de Modeste Mbami, qui a répondu à la fédération également, ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux, il a mis quelques manquements et il parlait justement du traitement des anciens footballeurs qui sont passés par des postes importants dans les sélections nationales par le passé. Et quand on regarde, comme l'a dit Charles Mongué Mouyeme, le cas de Metomo, qui a été balayé avec Thomas Libi, le cas de certains, alors que le ministre des Sports a contractualisé le staff des Lions A et le staff des Lions A', ou la moitié du staff des Lions A'. Est-ce que
ce que Mbami réclame n'était pas légitime? Est-ce que c'était normal de venir travailler dans un groupe où certains ont des contrats et que d'autres n'en ont pas? Puisque Mbami était nommé avec, je crois, 2 autres membres du groupe, comme je crois, le médecin de l'équipe et le kiné. Non, la réaction de Mbami est totalement légitime. Hein. C'est un précédent même qui, si la FECAFOOT prend conscience des événements, devrait pouvoir rectifier cela. On ne peut pas nommer quelqu'un sans avoir un entretien. C'est ça, avoir un entretien d'emploi avec lui, c'est impossible. Tu ne peux pas nommer quelqu'un sans pouvoir lui présenter son job description, sans lui donner ses objectifs, les moyens qu'il va recevoir pour pouvoir mener sa mission. Donc là, je pense que la réaction de Mbami est totalement salvatrice. Il faut que la FECAFOOT puisse comprendre qu'elle est une organisation. C'est une association, mais le chiffre d'affaires que produit la FECAFOOT devrait aussi faire comprendre que la FECAFOOT est comme une PME qui s'ignore. C'est-à-dire, tu peux pas être une association qui produit 3 à 4 milliards par an, parfois plus quand on est qualifié en Coupe du Monde, et que tu continues à te comporter comme il y a de cela 30 ans. Comme un commerçant. C'est inadmissible. C'est un peu aussi, je pense que la FECAFOOT a aussi gardé quelques petits relents de la fonction publique où on te fait un décret, on te nomme, on t'a nommé quoi. C'est un peu généralement comme ça, mais je pense que la FECAFOOT... Sauf que là, on n'a pas affaire aux fonctionnaires. On n'a pas affaire aux fonctionnaires. La FECAFOOT côtoie suffisamment la Fédération française de football avec qui elle a souvent des partenaires, qui puisse copier ce qui s'est fait des biens. On ne peut pas nommer quelqu'un par un entretien par WhatsApp, c'est scandaleux. D'accord. Scandaleux. Serge, est-ce qu'après ce mouvement Modeste Mbami, est-ce qu'il y aura un avant Modeste Mbami et un après Modeste Mbami? Est-ce que désormais, les anciens joueurs et gloires qui sont utilisés comme des vieux chiffons quand on veut et quand on veut s'en débarrasser, vont désormais ouvrir plus les yeux en demandant tous des contrats chaque fois qu'ils sont appelés à prendre des postes de responsabilité dans les sélections nationales, ou bien c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, je pense que oui, Mbami va certainement marquer les esprits, mais la mentalité, l'état d'esprit des Camerounais en général, c'est qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, si tu es Mouchal Monga Mouyeme quelque part, comme je le connais, je peux aller, même si je n'ai pas les capacités je n'ai pas le profil de l'emploi, du poste, je peux aller quand même, je connais Charles, il va pistonner et il va m'aider à obtenir le poste. C'est ça la mentalité. Maintenant, si on quitte là, on passe à ce qu'on appelle la méritocratie et tout ça, il y a une manière de définir, de recruter. Tout le monde sait, je crois aujourd'hui, on sait dans des structures bien organisées, Nasser le disait, on sait comment on recrute. Vous pouvez recruter vous-même en définissant le profil de l'emploi, le profil de celui que vous voulez recruter, et en le diffusant dans là où on peut l'avoir. Il y a des lieux où il y a des journaux et un peu partout là où on peut le diffuser. On peut aussi passer par un cabinet de recrutement, dire que ok, on recherche un comptable, on recherche un directeur en ressources humaines, on cherche ceci, on donne le profil et puis on recrute. Donc c'est vers là où on doit aller. Pas que toujours comme ça fonctionne avec WhatsApp, on appelle quelqu'un pour... Non, on doit aller vers la formalisation des choses. C'est-à-dire quand on veut un team manager. La FECAFOOT dit qu'ils ont envoyé Bill Chateau, le coordinateur de la sélection nationale, vers qui a une discussion au préalable. Oui, mais un manager, c'est pas parce que tu as aussi été un joueur de foot que tu peux être un team manager. Parce que ça va au-delà des capacités de footballeur. C'est un gestionnaire, un team manager. Je vous rappelle que celui qui est team manager de j'aime toujours parler, de la DFB, Oliver Bierhoff, il a un diplôme en gestion. Ce que beaucoup de gens ignorent parce qu'on nomme un team manager comme ça, il a un diplôme en gestion. Il est diplômé, il a un diplôme en gestion. Donc, ce n'est pas une histoire où on débat comme ça, parce que tu étais mon copain, on a joué la même équipe, aujourd'hui je peux te mettre là. Non, ça demande une personne qui a un certain profil, et c'est vers ça qu'on doit aller. D'accord. Coach Guy Djita, oui, sur cette nomination boudée par Modeste Mbami, quand vous regardez un peu le contexte actuel au Cameroun, vous vous dites clairement que Modeste Mbami
n'est pas patriote comme certains le pensent, ou bien qu'il recadre les choses et aide un peu à avancer cette fédération qui a des anciennes attitudes, des attitudes, on va dire, de Mathusalem. Non, j'épouserais pour ma part déjà le point de Serge. Hein. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu cohérent au Cameroun, qu'on comprenne que le football, ce n'est pas seulement le métier d'entraîneur. Et chaque métier a des spécificités. C'est pourquoi on a évolué aujourd'hui avec les team coach. Le métier de team manager, ce n'est pas un métier des gens qui ont joué au football. Il faut qu'on rentre dans les profils. Ceux qui ont joué, quel était leur cursus scolaire pendant le foot et après le foot. Parce que moi, je prends un cas simple. Cameroun contre Cap-Vert. Les joueurs sont arrivés à pièce détachée. Qu'est-ce que le team manager a dit pour justifier cet effet-là? Il ne nous a rien dit. Et on a vu le résultat lors du match. On a vu quand ils se sont retrouvés ensemble un peu plus longtemps, ils ont produit un résultat. Je pense qu'il faut au Cameroun, à un moment donné, on définisse le profil du poste. Et à un moment donné, si c'est même possible, on se tourne vers des cabinets qui vont nous dire, écoutez, pour tel poste, voilà vos anciennes gloires, voilà leur profil, puis à l'intérieur. Parce que moi, j'ai bien l'air. Bichato était entraîneur au centre de formation de Samuel Eto'o, au Gabon. Il arrive coordonnateur. Je ne sais pas en tant qu'est-ce qui s'est passé. Pendant qu'il travaillait comme coach là-bas, il a été coordonnateur, je ne sais pas. Après, à un moment donné, on veut des résultats. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans le temps et dans l'espace. On est un pays qui va habiter Dakar en 2021. Il faudrait que dans tous les choix que nous prenons, nous devons être objectifs. C'est tout ce que moi je peux dire derrière. Et moi je pense qu'il a fait, c'est un coup de pied un peu dans la main, mais qui va servir pour ceux qui ont encore un souci pour le football. Ils vont se dire, il y a encore des gens qui ont encore leur conscience et qui peuvent se dire, un poste, ça demande une interview, ça demande un entretien, ça demande des conditions de travail et ça peut servir à d'autres personnes qui viennent derrière. D'accord. On attend forcément celui qui prendra la place de Modeste Mami, s'il va exiger les mêmes conditions que Modeste ou bien s'il va accepter d'aller à volo dans cette sélection. Oui, pour terminer rapidement, puisqu'on va aborder le thème principal. Et puis on nomme pas quelqu'un par communiquer sans au préalable avoir discuté. Et dans le cas d'espèce, en sport, quand vous vous entendez, c'est le contrat. On fait le contrat et on fait la conférence de presse. On présente Modeste Mami à la presse. Voilà, il n'est pas n'importe qui. Voilà le nouveau team manager. Il répond à quelques questions de la presse. Et puis voilà. Mais on prend un communiqué comme ça, qu'on balance vraiment. C'était sur le site de la fédération quand même. Mais vous savez que bon, aujourd'hui c'est Facebook qui nous informe. C'est trop facile. Merci Serge. C'est trop facile. Allez, écoutez, transition et puis on aborde le thème principal de ce soir, je le rappelle. La structuration des clubs camerounais en question sont-ils de véritables malaises pour on va dire quoi, pour implémenter le football professionnel au Cameroun? Ce sont les clubs qui empêchent que la professionnalisation s'implante au Cameroun ou pas? Réponse dans quelques instants. De retour sur le plateau de questions de sport pour le thème principal. On a à peu près 50 minutes à peu près pour en parler ce soir. Le thème va s'afficher à l'écran, justement, football professionnel, la structuration des clubs camerounais en question. On sait qu'actuellement se joue le championnat Elite 1 et Elite 2 avec toutes ces turpitudes et autres clubs acceptés ou pas acceptés. Le championnat est toujours en cours. On aura quelques images pour illustrer ce championnat camerounais. Guy Djita, votre présence ce soir, elle n'est pas anodine, puisque vous avez quand même fait des recherches sur la situation d'un club professionnel, dit professionnel, de par le monde, avant de revenir sur la spécificité du Cameroun. Comment est-ce que doit être structuré un club de football en général? Bon, déjà, pour revenir déjà, j'ai fait un petit stage en Afrique du Sud. J'ai bénéficié d'un projet avec la SFI. Ils appelaient ça à l'époque, ils appelaient ça les AGR, Association Génératrice de Revenus. Le cas pratique était le football. Comment développer un projet du parti du niveau associatif pour arriver au niveau de club. Je pense que, pour ma part, ce que je peux dire, le problème du Cameroun est un problème spécifique tel que il faut d'abord savoir, un club se structure comment? On commence par une association, un récépissé, on fait enregistrer, on montre les infrastructures qu'on a, on fait des championnats de manière environnementale sur place, 2, 3, 4, 5, 6, 10 km. Mais quand ça prend des proportions assez dynamiques, là on part déjà vers un club de football. Et c'est pour ça que j'ai lu un exposé, il y avait un chercheur, Course Anderson, qui disait aucun club ne rend riche son investisseur. Mais il y a un autre qui expliquait, Miguel, qui disait,
Par contre, il faut évoluer en club, on évolue vers une entreprise sportive. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord déterminer un diagnostic simple. On est un club corporate ou on est un club populaire. Dès le moment que vous êtes un club populaire, vous avez des avantages et des inconvénients. Dès le moment où vous êtes un club corporate, vous avez des avantages et des inconvénients. Je prendrai le cas de Betos, Mamoutos et de Coton Sport. Mamoutos, c'est un club populaire. Coton Sport, c'est un club corporatif. Coton Sport a une base effilée, il a peu de supporters, mais il a une gestion qui est assez transparente, dynamique. On sait où on va aller, quand est-ce qu'on va aller et comment on va y aller. Mamoutos, par exemple, c'est beaucoup plus la ferveur populaire. On a beaucoup de personnes, on fait plaisir au village. L'avantage, c'est quoi? Ils ont une ferveur populaire, ils ont du monde qui peuvent associer à leur projet. Maintenant, comment y arriver? Il faut maintenant transformer la ferveur populaire en quelque chose de gestion. Réduire la lourdeur de gestion, réduire les antagonismes, réduire les luttes politiques, annuler le fait de transformer le club en un appareil politique. Je pense que quand on y arrive au fur et à mesure, et pour moi, pour sortir de là, le problème aujourd'hui au Cameroun, beaucoup de clubs partent d'une base populaire, mais n'arrivent pas à exploiter cette ferveur-là. Je prends Kabamoutos. Voilà un club qui peut drainer 2000 personnes. Mais non, 2000 personnes, minimum. Minimum. Non, je dis au minimum, encore une base assez dynamique, minimum. Mais comment ils n'arrivent pas à mettre une campagne, trouver un équipementier qui peut leur fournir des maillots de supporters et monter une campagne, par exemple, de dire un maillot, un abonnement. Je fais cours le maillot en Chine, à 5 000 francs, je le refacture aux supporters à 15 000. 5 000 francs, c'est le bénéfice du maillot. 5 000 francs, c'est la carte d'abonnement. Mais tu parles 2 000, on a 30 000 de francs, chiffre d'affaires annuel. Voilà une base de travail qu'on peut mettre en place et évoluer. Maintenant, il faut créer quoi? Il faut maintenant créer l'appareillage marketing pour demander aux gens de venir prendre ce maillot. Et là, je pense qu'un club house peut faire l'affaire. D'où, dans la formation qu'on nous a donnée en Afrique, on disait, tout commence dans un club avec le stade. Autour du stade, on va greffer un club house, une boutique, un plan d'entraînement. Et après, moi, dans mes recherches simples, aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus vers les multinationales. Mais pour moi, c'est plus ou moins fake. Elles ont des velléités assez difficiles. On peut voir un artisan, je prends un simple cas, un terrain fait 400 mètres. On a 100 et 100. 400 mètres divisé par un panneau de 2 mètres sur 80 cm, ça fait pratiquement 200 panneaux. Si vous demandez à un petit maçon, un achapatier PME au quartier, il donne 10 000 francs, il donnera 10 000 francs tous les mois. 10 000 francs fois 200 panneaux, on a 2 millions. Maintenant, on peut réserver le panneau de l'arrière des buts, 90 mètres sur 10 mètres de hauteur, on peut le réserver aux multinationales. Voilà comment des petites actions comme ça, maintenant, après, on va revenir à la gestion, au marketing, encore au profit de qui vont gérer, qui vont développer. Ne pas prendre le frère du village, ne pas prendre le copain, ne pas prendre le politicien qui vient pour l'audience que ça génère autour du foot. Et dès qu'on arrive à ça maintenant, on trouve des clubs comme Olympique de Marseille, des clubs comme l'FC Barcelone, qui sont en fait des clubs qui sont adaptés par rapport aux gens. Et je vais finir par Coton, parce que Coton Sport a utilisé ce qui était pour lui un facteur faiblesse, il a compensé. Ils n'ont pas de population, mais ils sont intégrés à l'environnement, en créant le complexe, le centre de formation. Ils sont moulés. Le fait qu'on encadre votre enfant au centre de formation va faire le parent va se retrouver. Le fait qu'on construise un terrain synthétique, on va le louer aux entreprises. Et elles vont se retrouver associés à un projet. Et du coup, ce qu'ils ont perdu avec le club populaire, ils vont le retrouver avec le club corporate. Voilà comment on peut générer des revenus à des petites situations bien simples et partir sur des choses assez intéressantes. Charles Mongué-Mouyemé, souvent quand je vous écoute dans certains plateaux de radio et autres, vous avez parfois l'opportunité de rappeler un peu aux plus jeunes, quand vous allez au stade à l'époque, vous suivez les matchs des clubs, Canon de Yaoundé, Tonnerre, Kadara Club, Union de Douala et autres. Quand vous vous souvenez de votre enfance et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé quand on voit un peu le prisme de ce que vient de nous présenter Guy Djita dans ses recherches sur la situation d'un club professionnel? Oui, les choses ont changé en mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au stade militaire de Yaoundé, Canon Tonnerre ne fait pas le plein. Ce n'était pas imaginable. À l'époque, PWD de Bamenda faisait le plein à Douala, contre l'Union de Douala. On venait au stade à 9h du matin. À midi, c'était plein, archi. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, selon vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé de réfléchir. Tout ce qu'il vient de dire, vous avez suivi ce qu'il a dit. Ça sort d'un travail de réflexion. Depuis des années, je dis ici, il faut penser le foot camerounais. Il y a des gens qui estiment que vous bavardez, parce qu'il était là, vous racontez toutes des histoires. Ce qu'il vient de dire, moi, je peux en tirer une quinzaine d'études à mener encore. Au moins.
sur tout ce qu'il vient de dire. Parce qu'il faut contextualiser ce qu'on leur a appris en Afrique du Sud. Il ne peut pas venir brut mettre ça. Nous sommes dans un pays qui a des réalités, qui a une population, mais un pays qui ne sait pas à quoi lui sert le foot. Ça commence par là. C'est une activité étatique que l'État cède à une fédération. Ça dit que l'État a le devoir d'organiser le sport. Le devoir. Les populations attendent l'activité sportive. Et l'État dit vraiment, je donne ça à des gens qui sont mieux outillés que moi, les fédérations. Et quand on vous donne ça, qu'est-ce que vous en faites? Au début des statuts de ces fédérations, il y a la vulgarisation de la discipline. Nous, on veut travailler par le sommet, l'élite. En plus, c'est fidèle. Vous construisez une maison, commencez par le toit. Alors que vous voulez faire 5 étages, vous n'avez pas pensé à la fondation de 5 étages. Comme on fait souvent ici chez nous. Et puis ça s'écroule. Le type il dit je veux R plus 1, après il dit au maçon, mais R plus 3, disons. Alors que le type a fait une fondation de R plus 2. On est dans cette situation. C'est la réflexion, Marc. Nous avons loupé 2 occasions. Les comités de normalisation, c'était leur travail. Ils n'étaient pas là pour faire des textes. Ils n'ont pas compris leur mission. On dit normaliser, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est plus normal. Et tout ce qu'il vient de dire n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'un club professionnel n'ait même pas un terrain d'entraînement. Est-ce que c'est normal? Non. Je suis comité de normalisation, je fais quoi? Est-ce que c'est normal qu'un grand club qui participe aux compétitions africaines n'ait pas une équipe junior? N'est pas des catégories inférieures, si vous voulez. N'est pas un siège. N'est pas un siège. Non, ce n'est pas normal. Je suis comité de normalisation, je fais quoi? Ils sont venus rédiger article 1, article 2. Moi, je peux foutre avec les Mais articles. quitte à faire même des tests, qu'ils fassent un cahier Les de tests à la charges, fin. un cahier de charges que tous les clubs doivent respecter. Le test, c'est à la fin, quand vous avez déjà pensé cette affaire. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils ont oublié que l'élément premier, c'est le joueur. C'est le plus méprisé. Regardez autour de vous. Ils méprisent royalement les joueurs. Autre chose, vous travaillez sur les jeunes. Lui, il est éducateur. On ne laisse pas les jeunes entre des mains inexpertes. Ce n'est pas possible. Regardez vos clubs. Regardez les dirigeants, s'ils méritent de diriger un club. Mauvaise moralité, en majorité. Ils n'ont pas le droit d'encadrer des enfants. Ils n'ont pas le droit. Ils vont les dévoyer. Parce qu'eux, ils veulent plus célèbres que ces enfants. C'est eux qu'on doit voir. Et ils les appellent nos bambins, les types qui ont des femmes et des enfants. Charles, sans te couper, tu te rappelles quand on s'est recroisé ici, je ne sais plus quand Marc nous avait invités, je me rappelle toujours d'un match Union Astre où à l'affiche c'était Franck Api. Mais voilà, tu l'avais d'ailleurs relevé. Union New Star. Union New Star. Tu l'avais relevé. C'était ça l'affiche, hein, genre PSG, Pas Marseille. plus tard que cette semaine, j'ai entendu un entraîneur qui disait que dans son club, il n'y a pas de titre foncier. Ça veut dire qu'il n'aime pas les joueurs vedettes. Vous voyez l'état d'esprit? Un joueur qui a le titre foncier, c'est un joueur cadre, c'est la vedette de ton équipe. Sadio Mané a la vedette, à Liverpool. Il ne passera jamais à l'esprit de l'entraîneur de Liverpool de dire que Sadio Mané n'a pas le titre foncier ici. Et pour ajouter un truc à ce que Charles a dit, moi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire lors du documentaire de Canal Plus Horizon avec New Star, où le président de New Star est passé comme un entraîneur tacticien. C'était ahurissant. Pour moi, c'était ahurissant. C'était une occasion, mais on parle de situation de club, c'était une occasion de ne rien dire. Parce qu'il a montré aux gens, on a vu des tapis en Europe, il peut faire le classement, mais ça se passe dans les vestiaires. Personne ne sait que le président a influencé. Mais quand vous venez à Mon Dieu Vision, dit que vous avez payé. Moi, c'était assez. Valdemar qui était à Nantes, il a passé un diplôme d'entraîneur. Mais tu ne vas jamais le voir en train d'expliquer le 4-4-2 à Gourcuff. Voilà. Même pas Nicolas. Alors qu'il a un diplôme d'entraîneur. Nicolas, ils peuvent discuter dans un bureau, mais peut-être. Nicolas s'asseyait même sur le banc. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre problème, c'est la réflexion. Et on a créé la LFPC. On a dit, période probatoire, on met le général, période probatoire. Là aussi, je me suis dit, ok, ces gens-là vont comprendre que leur rôle, c'est de mettre en place les bases d'un football professionnel. On s'est lancé, on veut jouer. Bon, allez, on y va, on joue.
faites le championnat. 18 clubs aujourd'hui, 20 demain. 2 poules plus tard. Des clubs qui voyagent, on ne sait pas comment. Ils passent plus de temps dans les transports que sur les terrains d'entraînement. Quel foot vous voulez avoir? Vous parlez de marketing quand il n'y a pas le jeu sur le terrain. Qu'est-ce qui va faire des miracles? Tu vas faire des miracles quand il n'y a pas de joueurs à aller voir? Impossible. À l'époque, on donnait justement, quand vous posez cette question, quand on disait que Bamenda vient à Douala, pourquoi moi je vais au stade? Parce que je vais voir mon Koubé. Zakarin qu'on nous a dit Maranga to Maranga, c'est-à-dire le gars se fait la passe à lui-même. Je veux aller voir ça. C'est ça que je vais voir. Je ne connaissais même pas le président de Bamenda. Pour vous dire, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui était président de Bamenda. Beaucoup de gens, on connaissait à la limite Congo, les gens de Canon, et puis de l'Union. Et Gassa il y a un autre là qui faisait aussi Ezundia. Ezundia qui arrive après. Oui. Mais avant, quand vous demandez qui est président de Caïman, vous vous ratez la tête. Mais il y a Mangamba que tu veux aller voir. Il y a Écoulé. Il y a Issine Dokat. Quand on vous dit que Caïman joue, mais vous courez. Ils ont oublié ça. Aujourd'hui, donnez-moi les noms des joueurs qui m'emmènent au stade. J'ai regardé la U17, j'ai failli pleurer. Personne ne dribble là-bas dedans. Des bambins qui ne savent pas dribbler, qui ne peuvent pas éliminer un joueur. Physiquement, ils étaient forts. Hein? Moi, je pense pas qu'ils n'avaient pas le niveau. Ils avaient le niveau physique. Ils marchaient même sur les adversaires. Mais techniquement, ce que nous appelions les peintres. Le génie. Oui, il n'y en a plus. C'est fini. Et qu'est-ce que vous voulez développer sans la matière première, qui est le joueur? L'autre élément, c'est l'entraîneur. Il faut qu'il change d'optique. Ces gens qui disent que je bâtis d'abord ma défense, avant tout, c'est des gens qui nous gâtent le foot. Très honnêtement, qui m'en excuse, mais on n'est pas Mourinho avec les U15. On les fait jouer, qui prennent du plaisir à jouer au foot. On leur explique que c'est un jeu. Amuse-toi, petit. Mais non, tout le monde est Mourinho. On commence à attaque placée, bloc haut, bloc bas, et machin. Attendez. En fait, on a un peu robotisé la chose, c'est notre avis. Alors, Serge Pensy, on dit que le football professionnel au Cameroun n'a pas avancé, ou bien n'a jamais été implémenté. On ne voit pas encore véritablement ça au Cameroun. La faute à la Ligue, la faute à la FECA Foot, ou la faute au club, à la structuration de ces clubs-là qui évoluent dans ce championnat aujourd'hui. La faute revient à qui si le football professionnel n'est pas existant, carrément au Cameroun? Mais la faute à plusieurs niveaux. La faute au haut sommet de l'État, parce que c'est une volonté politique aussi de développer le pays. Quand on dit développer le pays, je vais prendre une petite caricature. Hein. Prenez les planteurs de cacao dans une localité, que ce soit au sud-ouest, dans le centre, qui se réunit en coopérative. Quelqu'un qui vient, il se réunit en coopérative. Celui qui gère la coopérative, c'est celui qui fixe les orties des planteurs et dit, OK, cette année, on a fait 50 tonnes. L'année prochaine, on doit faire 150 tonnes. Comment on va faire 150 tonnes? Il a dit, voilà les solutions pour faire 150 tonnes. Il dit au planteur, toi tu as 5 hectares, il faut que tu produises, au lieu de 5 tonnes, tu dois produire 15 tonnes, c'est 5 hectares. Voilà ce que tu dois faire. Achète-toi des appareils de motoculture. Voilà, achète-toi ceci, fais ceci, voilà comment tu dois planter, voilà comment tu dois couper les branches de ton cacao à telle période de l'année pour qu'il y ait plus de luminosité dans ta plantation, pour qu'il y ait ceci, pour qu'il y ait cela. Revenez maintenant au foot. Charles l'a dit tout à l'heure, l'État a dit, OK, le foot. Franchement, on ne peut pas faire un ministère de football ou quoi. On va le gérer en fédération. Le sport, on va le donner aux fédérations qui sont spécialisées, qui vont gérer les fédérations. Mais c'est le rôle des fédérations. Le rôle des fédérations, c'est de promouvoir, développer. Et la fédération, à son tour aussi, a dit, OK, le football business, ce n'est pas dans mes objectifs, dans c'est pas dans mon rôle de faire le football business. Je vais donner ça à la Ligue. Et la Ligue professionnelle s'est mise en place. Et la Ligue professionnelle n'a rien fait. À part distribuer les subventions de l'État, dire au président de club que OK, l'argent est là.
on peut vous donner ce qui vous revient, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Hein? À part ça, mais normalement, la Ligue était là pour structurer, aider les clubs aussi à se structurer et à utiliser la main forte. Quand on a dit, OK, on a commencé la Ligue avec 14 clubs, je vais vous dire, on a commencé la Ligue avec 14 clubs. Ouais. C'était en 2012, 2011, 2012. On a commencé la Ligue avec 14 clubs. Et cette année-là, chaque club de l'Elite One recevait 1 million. C'est-à-dire que ce qui venait de l'État et du sponsor cumulé, ça faisait à peu près 50 millions de francs. Et les présidents de clubs ont souvent l'habitude de dire, OK, moi j'investis minimum 50 millions à 100 millions chaque année. Je me signe. Et j'ai discuté à l'époque, j'étais consultant de Cyril Kemenye sur la FM, et j'ai discuté avec un président de club, je lui avais dit que si tu investis vraiment 100 millions de francs chaque année, et que l'État, tu as 150 millions à ta disposition, il faut que tu crées un centre de formation. Il faut que tu crées des enfants de moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 19 ans. Parce que je crois que cette subvention allait sur 3 ans ou 4 ans. Oui. Et qu'à la fin de cette subvention, les enfants qui ont 14 ans auront 18 ans. Et tu auras déjà presque une équipe. Parce que ceux de 17 ans auront 21 ans. Tu auras une équipe. Tu vas former ces enfants. En investissant 15 à 20 millions chaque année sur les enfants là, pour les entraînements et tout, tu auras une équipe après 5 ans. Oui. Ah, il m'a dit non, on ne peut pas le faire. Le voyage pour gérer une équipe, un match, ça nous coûte ceci, ça nous coûte cela. Non, ils n'ont rien compris. Et tout à l'heure, le coach disait, démontrait comment on peut développer une association en équipe professionnelle. Il y a, je te dis, je ne vais pas citer ici, parce que il y a au moins 5 présidents de clubs au Cameroun qui ont un projet que j'ai écrit. Exactement ce qu'ils racontent. Ce qu'ils racontent, comment on peut développer à travers même leur société. C'est-à-dire que des gens qui ont des grosses sociétés, à travers leur société, comment on peut développer le club. Ils ont des projets. Ils m'ont fait travailler. Ils n'ont même pas payé, parce que je dois le dire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas payé. Ils ont ce projet-là dans leur tiroir. Comment développer? Et des trucs clairs. Tout ce qu'il a raconté est là-dedans. Comment on peut développer le club? Ce sont des milliardaires. Mais comment tu peux développer le club sans mettre la main dans ta propre poche? Ils ont tout. Donc, moi, je pense que c'est une question de volonté. Et la volonté, là, vient du haut. Parce que si le haut dit, OK, voilà la route à suivre, nous, on veut ça, on va le faire. D'accord. Alors, Nassem Joya, quand vous regardez la configuration des clubs actuels au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue du marketing pour rendre ça attrayant et que les clubs, s'ils n'ont pas pu jusqu'à présent, ici, à faire un peu comme le modèle Coton Sport qui est déjà sur le chemin, se mettre justement sur le chemin. Nous sommes à la veille d'un championnat d'Afrique des Nations. Les étrangers vont venir, les journalistes et autres vont vouloir s'intéresser à ces clubs mythiques. D'où viennent ces joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale à prime, faire des reportages dessus? Comment est-ce qu'il faut ces clubs peuvent faire pour commencer à se mettre sur le chemin? Parce que quand on regarde ces clubs aujourd'hui, certains n'ont même pas de page Facebook officielle, certains n'ont pas de site internet, n'ont pas de médias officiels. Vous ne savez pas avec qui vous parlez, n'importe qui vous parle dans un club. Vous n'avez pas de siège, d'autres sont dans des endroits, d'autres marchent avec des clubs dans les sacs et autres. Et comme Charles ne disait pas le passé, certes, il n'y avait pas de centre d'entraînement et autres, mais il y avait cette ferveur et autres. Aujourd'hui, il n'y a même plus cette ferveur. On a tout perdu carrément. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir aux bonnes us? Il faut dire que le travail est très vaste. Hein. J'aurais bien aimé qu'un président de club soit là. C'est sûr que tu as dû essayer de les inviter. Ouais, c'est très compliqué d'avoir les présidents de club actuellement. Oui, ce n'est pas un procès de président de club qu'on fait ou bien du football camerounais. Le football camerounais, on l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Le travail commence au sommet, comme l'a dit tout à l'heure Serge. On ne peut pas se mettre à implémenter un marketing sans avoir fait tout le travail de fondation.
Donc déjà, moi, parfois, je me suis souvent amusé à dire que j'aimerais faire la psychanalyse des présidents des clubs. Soit ce sont des masochistes, soit ils ont des égos surdimensionnés. Parfois, on se demande pourquoi ils vont investir dans des clubs de foot pour pouvoir le gérer comme ça. Parce qu'on n'arrive pas totalement à comprendre. Déjà, quand un club de football, aujourd'hui, en 2019, c'est une entreprise. Surtout quand on est hébergé par une ligue professionnelle de football, on est plus dans le concept société anonyme à objet sportif. C'est un terme qui a été utilisé quand la ligue prenait le pas. Et plusieurs présidents de clubs ou plusieurs clubs avaient du mal à s'arrimer. Et certains voulaient créer une spécificité camerounaise comme on en fait très souvent. D'autres ont pris l'exemple du Barça et du Real qui est tenu par des sociaux. Mais un club populaire comme Bamboutos, comme disait Guy, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas une part du club aux sociaux, avec ces sociaux qui font partie du conseil d'administration? Oui. Rien du tout. On a toujours des clubs un peu, on m'excuse un peu le terme, je vais le mettre entre guillemets à la villageoise, c'est le club du village, les élites, le comité des sages. C'est une spécificité camerounaise, mais ça ne produit aucun résultat. Quand on décide d'avoir un club de foot, il faut avoir un projet autour. Il y a d'abord un projet sportif, parce que c'est un club de foot. Le football, c'est du sport. Qu'est-ce qu'on compte bâtir sportivement parlant? Où est-ce qu'on aimerait être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Ça nous amène à avoir des différentes catégories inférieures, que ce soit junior, cadet, jusqu'à senior. Après, il faut qu'on ait un projet économique, parce que c'est du business. En ce moment, on se dit que, OK, quand je forme les juniors, les cadets et les juniors, chez les seniors, je peux vendre 1 ou 2 joueurs chaque saison et faire monter un junior ou un cadet. Maintenant, les 2 joueurs que j'ai vendus, ça m'aide à apporter du sang neuf à mon budget. Et économiquement parlant, je fais une campagne africaine jusqu'à un certain niveau et je génère des revenus. Ça peut être ça mon modèle. Tout comme je peux aussi également développer du membership ou des produits dérivés. Et ça, c'est faisable. Je vais vous prendre un exemple d'un pays qu'on appelle entre guillemets petit pays. Après, il faut un projet social parce qu'on vit dans un bassin économique et démographique. Il faut amener à aimer le club pour que les gens viennent tous les jours dépenser. Donc voilà les différents projets qu'on doit avoir et qui, au sein de nos clubs de football, n'existent pas. Je vais vous citer un club de foot que peut-être vous allez connaître ici, mais que peut-être certains à la maison ne connaissent pas, Rayon Sport. Oui, de Rwanda. Super. Et Rayon Sport de Rwanda, sa plus grande campagne africaine s'est limitée à un quart de finale contre un club soudanais. La victoire du Rayon Sport contre ce club soudanais était un moment d'alchimie dans le génocide qui s'annonçait au Rwanda. C'était un moment de fête. C'est comme si le Cameroun avait gagné une Coupe d'Afrique. On a ouvert un bureau au mois de juin à Kigali, notre bureau Palmarès Sport Organisation, et j'ai rencontré les responsables de Rayon Sport, qui n'a absolument rien à voir avec Canon de Yaoundé en termes de prestige, puisque Canon de Yaoundé a été classé 3e meilleur club du siècle dernier. Rayon Sport a un siège, Rayon Sport a un centre d'entraînement, un stade, et Rayon Sport a 12 000 membres, autant pour moi, qui ont une carte de membres et un partenariat avec un marketeur où chaque fois que les supporters de Rayon Sport consomment du carburant là-bas, un pourcentage est reversé à Rayon Sport. Et Rayon Sport a un sponsor majeur qui est la brasserie Skol. Donc, Canon de Yaoundé peut le faire. On parle d'un pays de 13 millions d'habitants qui est dans une ville de 1 million d'habitants. Mais le Canon de Yaoundé, si le Canon vient d'un projet sportif, et je ne sais pas si Canon de Yaoundé fait partie de tes clients à qui tu fais des projets. C'est un projet. On a une image du championnat camerounais d'il y a près de 40 ans. C'est totalement plein. Je dis, si le Canon de Yaoundé ou Tonnerre ou Union de Douala font un projet sportif, un projet économique, un projet social et vont arriver à ces résultats et même les dépasser, tout simplement. Donc, c'est un chantier qui est totalement vaste, mais il faut qu'on le commence à un moment donné. Hier, on disait que non, il n'y avait pas les stades, la fédération disait que non, ce n'est pas à nous de construire, l'État les a construits. Là, on va avoir des stades. Il n'y aura plus une réelle excuse sur le stade et tout ça. Il faudra donc que les présidents ne vont plus avoir un objet où se cacher, même leurs doigts ne suffiraient pas. Mais ça, c'est le stade de match. Hein. Oui, mais ce ne sera pas gratuit. Mais déjà, il y a des terrains d'entraînement. Oui. Mais ce ne sera pas gratuit. Nous, on va les utiliser pour les compétitions, attention. Non, il y a des terrains d'entraînement aussi. Non, les terrains d'entraînement de la CAN, ça va être des terrains de compétition. Il ne faut pas vous leurrer. Ils ne rapporteront pas au club. Vous pensez qu'on va les ouvrir aux entraînements des clubs?
Et il faut aussi dire qu'en fait, la billetterie, c'est même pas le poste majeur de revenus d'un club. Oui, non, c'est pas le poste majeur. Il y a les sponsoring, il y a les droits télé. Bon, on n'en peut pas encore en aborder vraiment chez nous. Mais la billetterie, c'est pas le poste majeur. Mais il y a un travail énorme à faire. On va avoir des outils qui sont des stades. Il faut maintenant que les entraîneurs comme Guy, qu'on les laisse travailler, qu'on ne les vit pas comme UMS fait tous les jours, qui vit un coach, c'est-à-dire qu'on les respecte parce que c'est eux qui font le football avec la matière première qui sont des joueurs. Mais Marc, Oui. je voulais dire une chose. Vous savez, pour connaître le football professionnel, il faut connaître d'abord le foot amateur. En ce moment même, le foot amateur, on ne l'a pas. On n'a pas le foot amateur. On n'a pas le foot amateur. Parce que l'association dont on parle là, qui est le club amateur, aujourd'hui est aussi gérée comme une entreprise. Je suis désolé. On a eu des modèles au Cameroun où on a coupé la réflexion. L'un des modèles, c'était quoi? À l'époque, nous prenions même le risque de parler de professionnalisme marron. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui avait des dirigeants dans une entreprise. Oui. Et on recrutait les joueurs du club au sein de l'entreprise avec le statut de joueur, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes horaires que le reste du personnel. Et c'est cette entreprise qui payait leur salaire, c'est-à-dire qui payait ce que le club devait leur payer. Et les clubs ont vécu comme ça ici. La CMPS, on connaissait les clubs, qui avaient les joueurs, même équipement à Douala, il y avait... Vraiment, c'était suffisamment réparti. On savait que quand tu vois un joueur, et ça se voyait d'ailleurs parce qu'il y avait un championnat corporatif très relevé aussi, quand BIAO sortait, vous regardez, mais c'est Union de Douala, ça, je vois, c'est Union et Caïman, je vois tel, mais c'est Union, c'est Caïman. Quand vous regardez Camer, dites, mais c'est canon. C'est MPS, Tonnerre, etc. Donc on avait ce type ce modèle-là. Il n'était pas bête. Il fallait s'asseoir pour pousser la réflexion. En pensant au professionnalisme, on a refusé de pousser la réflexion. On est allé copier comme d'habitude. C'est bien le copier-coller. Mais à quoi nous servent nos cerveaux à nous? On ne va pas consommer de façon brute tout ce qui se fait ailleurs. C'est pour ça que je parlais de contextualisation. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est de la magie. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes champion au Cameroun, on vous donne 20 millions de francs. Mais vous jouez pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi vous jouez? Pourquoi vous mettez 150 millions pour gagner 20 millions de francs alors qu'il n'y a aucune autre rentrée? C'est incohérent. Comment vous pensez ça? C'est du professionnalisme? C'est pour ça qu'il disait qu'il faut canaliser un peu la tête du président. C'est bizarre, non? C'est-à-dire que le money price est inférieur à ce que vous mettez. Mais ça veut dire simplement qu'ils ne mettent pas ces 150 millions. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est un fake, Serge. Non, il y a du blanchiment. Oui, mais c'est un fake aussi parce que... Il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans nos clubs. Beaucoup de clubs, hein. Beaucoup de clubs. Moi, j'ai travaillé avec des clubs. Et ce que je demandais toujours au président des clubs, première des choses, est-ce que vous avez un comptable? Il dit non, mais je n'ai pas besoin de comptable. Il dit non. Ah non, il a besoin. On a besoin d'un comptable. Quand tu sors de l'argent, il faut qu'on écrive, qu'on sache pourquoi on a sorti cet argent. Vous savez comment on prépare les matchs de Ligue 1, quand on prépare les matchs, on dit au président du club, oui, il y a 18 joueurs qui vont voyager. Tellement les équipes n'ont pas de bus. Donc, ils vont dans les agences de voyage. Va aller contacter. Voilà, le contacter et celui qui réserve fait son business. Hein? On va quitter Bafoussam pour arriver à Yaoundé. Il faut réserver 25 places. Donc le gars, il va là-bas, il réserve, il dit au président, le président sort l'argent de sa poche. Rien n'est écrit. Rien, il donne. L'infirmier qui joue le rôle de médecin et tout ça là, vient, il dit, bon, pour voyager, il n'y a rien dans la boîte à pharmacie. Donc il faut ceci, il faut 50 000. Le président prend, il donne. Il n'écrit rien. Le coach vient et dit, bon, ok, le préparateur psychologique va nous retrouver à Yaoundé. Il faut 250 000. Il sort 250 000, il donne. Mais en dehors de ça, le président lui-même, il joue son match. Hein. Ça, il faut être sérieux. Parce que le président lui-même, il joue son match. Il joue son match en ce sens que les présidents du club eux-mêmes ne sont pas convaincus que les joueurs sont bons. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils contactent les arbitres. Parce qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Lui-même, il joue son match. Mais ça, ils ne payent pas leur formation. Hein? Ils n'investissent pas sur leur formation. Non, il paye les entraînements et tout ça, mais il n'est pas convaincu. À la fin de la semaine, en tant que président, quand tu viens voir la dernière séance,
hein, la mise en place et tout, tu vois quand même des séquences, tu peux te dire que, bon, ok, mon équipe est en place, j'ai vu double surface et tout ça, là, j'ai vu la conservation de balles, on a quelque chose. Tu discutes un peu avec l'entraîneur, mais l'entraîneur te parle d'un préparateur psychologique qui va nous faire gagner le match. Mais ça, je crois que tu n'as dit pas marabout. Tu dis marabout, on va Non, oui, préparateur, non, il appelle ça, lui, il est un marabout qui va te faire gagner le match. Et le président, lui, il a sa façon de gagner le match. Il sait que non, pour gagner le match, il faut aussi l'arbitre. Et Donc, parfois le joueur adverse. oui, donc il va vers l'arbitre, l'entraîneur, préparateur psychologique, et les joueurs sont là, ils vont sur le terrain. Parfois même il y a le résultat fait là, les joueurs ne sont même pas au courant. Hein. Ça va, ça s'est fait comme ça. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on prenne conscience. Et les gens acceptent vraiment de se structurer. Justement, avec la mise en place du comité technique transitoire, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas l'une de ces missions de... Non, je demande si c'est pas sur ce chantier qu'elle doit plutôt se focaliser sur qu'on ait des clubs véritablement sur le chemin du professionnalisme, c'est-à-dire mettre des barrières, mettre des bases pour avoir des clubs qui méritent de jouer en Elite One. À quoi c'est vrai donc cette transition de 2 ans si c'est pour retourner au même tupitude? Marc, je ne peux pas venir chez toi te dire comment tu dois nettoyer ta maison alors que la mienne n'est pas nettoyée. Le comité de... Comment tu l'appelais ça? Comité technique transitoire de la FECAFOOT. Comité technique, le thème même ne sonne pas bien parce que ça fait plus de plusieurs mois. Il ne devrait plus exister. Ne soyez pas complaisant. Moi j'ai un truc, Marc, la presse, s'il vous plaît. Il faut que la presse cesse d'être complaisante. Les textes sont publics. Les textes disent que si à la prochaine assemblée générale qui suit le comité exécutif qui suspend une ligue, la décision n'est pas confirmée, elle est levée. Ça veut dire que la LFPC est remise en selle. Il faut le marteler, le CTT. Il faut le dire. On a dit. Charles, on a dit sur ce plateau, on a dit depuis... Mais attends, tu me poses la question. Non, je dis parce que c'est l'organe qui continue d'organiser. Non, il n'existe plus. L'organe d'avenir. Il existe. Bon, par exemple, la fédération qui est chargée d'organiser le football. La fédération n'a plus chargé d'organiser le football professionnel. Ils ont perdu. Parce qu'à l'Assemblée générale, ils auraient dû mettre ce truc-là. D'abord, c'était au menu, puis on a c'était à l'ordre du jour. Oui. Mais comme ils ont eu peur de perdre, ils ont laissé passer. Et comme au Cameroun, on ne respecte rien, ils continuent à exercer. Mais je dis qu'ils sont en train d'exercer de manière frauduleuse, clandestine. Oui. Et c'est pas bien. Là, on est d'accord. Oui. Sur la forme, la fédération délègue ses prérogatives d'organiser le championnat professionnel à la Ligue, mais elle a toujours un regard sur comment organiser ce championnat. Oui, regarde. Donc je parle dans un cas de figure où la fédération fonctionne normalement, pas de cas typique actuel. Alors c'est elle qui régit quand même le regard s'il faille faire justement un travail de fond sur les clubs, la fédération doit se mettre. Le regard va même plus loin. J'ai l'impression que la fédération ne sait pas qu'elle doit vérifier le fonctionnement des clubs. Quand on vous dit Assemblée générale de fin de saison, que vous présentez un bilan, y compris financier, dont le rapport doit être sur la table de la fédération, combien de fois on le fait au Cameroun? Je voulais revenir sur ce point-là, Sima. Parce qu'en fait, je voulais seulement dire que le Cameroun a des bons tests. Parce que j'ai fait un travail un essai de recherche sur ça en Afrique du Sud. J'ai un peu poussé un peu en France et on a presque la même chose au Cameroun. Le seul parce que les gens ne bossent pas. Je prends un simple cas. Moi, j'ai un projet de sport et loisirs, un projet, une association sportive. Chaque année, j'essaie de faire, j'ai un siège, j'essaie de me battre à avoir le matériel de roulant. Mais vous êtes surpris que sur 100 clubs, il y a des gens qui vous prennent même pour dire, mais si tu dépenses l'argent pour rien. Mais le débat n'est pas là-bas. Le problème, c'est que quand vous regardez un peu, tel que c'est structuré, quand vous voulez avoir un agrément au niveau du ministère, on vous demande, vous devez avoir un stade, vous devez avoir des encadreurs à chaque catégorie. On a même allé plus loin. On a dit, quand tu vas encadrer les U16, tu dois avoir une licence CECAF. Donc tout est écrit. Ça, je le sais, tout est écrit. Le problème, c'est que sur le terrain, je prends un simple exemple. Moi, je regarde un peu le label France. En France, on vous dit, un club, c'est un stade, c'est un label, c'est les points, on peut les donner, on peut vous les retirer. On vous dit, c'est l'accueil. Un parent doit pouvoir vous appeler et vous demander où est son fils, à telle heure, pourquoi vous... Et quelqu'un doit toujours être en permanence pour répondre. On est déjà en gestion de crise. On avance au fur et à mesure. On vous dit, vous avez un terrain. Si on vient en fin d'année, on va poser la question à Auris, vous vous entraînez où? Tout de suite, on vous dit, écoutez monsieur, on vous fait un acte d'avertissement.
Si on n'est pas sûr, parce que ça pose un problème qui est assez important. Si on ne le règle pas ainsi, on aura des problèmes. Moi, je prends un simple cas. Tous les tests sont clairs. Pour faire une association, il faut au minimum 4 personnes. Pour les clubs en France, il faut 10 personnes. On se dit qu'en prenant 10 personnes, on a un président, on a un SG, on a une relation publique ou un gars du marketing, on a un secrétaire général. Ok, on peut s'arrêter là-bas dedans, ou un comptable, on s'arrête là-bas un peu comme ça. D'autres pour aller plus loin, on se dit en bas, U19, un entraîneur, U17, avant qu'on ne prenne U19, avant c'était les juniors, c'était les cadets, les minimes, les benjamins et les débutants. Rien que sur ce label, déjà, on a réglé la grosse partie des problèmes. Maintenant, on vérifie que tout le monde applique cela. Ça va revenir plus loin. Ça va revenir sur les éducateurs. Aujourd'hui, on se retrouve où? Vous commencez un club de U13, vous avez un éducateur qui a une licence CD. Les enfants grandissent, ils prennent 3 ans, ils arrivent en mini. Vous n'avez pas recruté un éducateur avec la licence C. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, on arrive à des passes de voix. Je pense, et encore, je voulais chuter sur un point qui me semble un peu dangereux, que je me fais de plus en plus. On ne peut pas donner ce qu'on a, Charles, ce qu'on n'a pas. Beaucoup d'éducateurs aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont été frustrés. Ils ne parlaient pas quand ils étaient joueurs. Ils se retrouvent éducateurs, ils reproduisent la même chose aux enfants. Moi, je vous dis une histoire. J'ai une école de foot. Des fois, je fais un match contre une équipe. Je vois avec quelle facilité l'encadreur met les enfants là-bas à l'arrière du taxi. Je me pose des questions. Avec quelle facilité. Pourtant, moi, je me dis, c'est l'enfant de quelqu'un. Je vous dis encore une autre chose que j'ai démarqué l'autre jour. Vous voyez un centre de formation dont les enfants finissent l'entraînement à 18h45. Je me demande comment moi je vais donner à un parent son enfant en nocturne. Moi, il y a des choses à un moment donné que si la fédération fait son boulot, on n'en arriverait même jamais là-bas. Jamais, je dis jamais. Vous comprenez donc pourquoi Serge parlait du sommet. Voilà. Du sommet. Et du politique. Parce que ce que vous dites là, transposez-le à l'éducation nationale. Je sors de là pour dire sur les... Vous allez trouver les normes des lycées. Je sors de là pour dire sur le problème de... Puisqu'on est là pour les clubs. Si l'État avait la main forte, on dirait... Moi, ce qu'on dit... L'État a la main forte. Non, entre guillemets. Non, il a la main forte. Bon, ok. C'est une tolérance. Il ne peut pas s'en servir. Disons qu'elle a la main forte. Parce qu'il est lui-même en faute. Charles, disons qu'elle a la main forte, n'est-ce pas? Moi, je prends un simple cas. Je suis moi, j'aime... On n'est pas venu là pour mon association. Je dis, Charles, et ça, je le sais. Les clubs font des réunions, pas des assemblées, pas en fin d'année. Il y a des réunions qui se font tous les mois, dans les entreprises hebdomadaires. En fin d'année, on n'a plus besoin de prendre 1000 personnes, on peut faire suivre. Un club doit avoir un vice-président. Le jour qu'il est malade, l'absence est générée. Vous voulez attirer on doit faire tout ça, doit se mettre en place. Vous voulez attirer un sponsor. Moi, je parlais encore ce matin, aujourd'hui à midi, avec un entraîneur du club, pour ne pas citer, qui est au haut du tableau, en Ligue 1. Mais comment vous faites pour vous retrouver souvent dans des situations telles que c'est? Un club, normalement, quand c'est bien tracé, le sponsor suit naturellement. Vous venez donner, vous êtes sponsor. On vous dit, vous allez venir verser un panneau, par exemple, à 50 000 francs. Le club vous dit, on va mettre 100 panneaux, 5 millions. Il vous dit, ils vont aller à 5 ans, 25 millions. Mais ils vont remettre comment? Il faut bien qu'on suive. Moi, j'ai raté un financement comme ça sur un projet avec les Nations Unies. On m'a demandé, est-ce que votre bilan annuel est situé par un cabinet? Je me suis dit, ah bon? Dans mon association, je me suis rendu compte, ils me disent, non, monsieur, on ne vous donne pas 30 000 € comme ça, parce que... Et on comprend tout de suite que le sponsor a les mêmes droits de regard. Sinon, on avance dans le blanchiment d'argent. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à un moment donné où, quand vous appelez quelqu'un, il vous dit, je parle de le sponsoring. Le sponsoring, c'est la porte ouverte au débarras. Quand c'est le partenariat à ce moment-là, ça devient intéressant. Il vous dit, j'attends ça de vous et je vous donne ceci. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on a perdu parce qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, on veut demander, mais tous les DG vous regardent comme ça. Ils vous disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je reviens à ce que M. Nasser disait, j'ai le même cas de figure en Afrique du Sud. J'arrive à mon stage, je parle de Samuel Eto'o Barça, il ne s'intéresse pas. Hein. Tout ce qui l'intéresse, Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sanders. Ils connaissent tous les joueurs. J'étais dans Djamba, pour ne pas citer, dans leur centre de formation, c'est là où on m'hébergeait. La chambre des joueurs, vous trouvez tout le 11 entrants de Kaiser Chiefs, pour celui qui a été pris dans la zone de Kaiser Chiefs. Vous venez trouver, ils ont développé un modèle là-bas qui m'était assez intelligent. Voilà un président qui me dit, lui il a trouvé un centre de formation, que d'acheter un bus de 40 places, il a acheté un véhicule de 9 places. Comme il a 5 entraîneurs, chaque entraîneur a un véhicule. Le jour qu'il y a un match, chaque entraîneur porte 9 personnes. Ça fait 9 fois 5, ça fait 45 personnes. Ils vont jouer. Et après les matchs, l'entraîneur se dit que le président, il aime beaucoup. Et comme il prend les enfants chez eux, ça reste encore un rapprochement entre l'entraîneur, les parents et le club. Voilà comment il fait une économie. Il n'a pas à payer un chauffeur. Puisque l'entraîneur, il se dit, le véhicule, de toute façon, le véhicule est chez moi le week-end.
après avoir porté les enfants. Oui. Et voilà comment les gens font des économies d'échelle sur un petit modèle. Il y avait un modèle social en fond. Même. Et j'ai compris pourquoi vous allez voir de moins en moins des jeunes sud-africains à éloigner ailleurs. Ils vendent des produits Même locaux. les entraîneurs, ils se disent localement, le football génère beaucoup d'argent. Ils sont... Oui, mais c'est le 25e championnat en termes de finances dans le monde. Oui. Mais c'est clair, c'est ça que j'ai dit, si l'Afrique, et si le Cameroun veut développer son football, son sport, il va se développer. Ouais. Si on veut, et le Cameroun, c'est clair, il y a la loi de 2012, là, des finances, depuis longtemps. Il n'y a pas de décret d'application. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 7 ans. Depuis qu'il y a là, sur la défiscalisation des chiffres d'affaires des sociétés. Un 5%. Oui, qui doit accompagner le sport, mais personne ne suit. Non, mais personne comment. Ils sont là à Yaoundé. C'est eux qui doivent encore rentrer et dire comment ça doit fonctionner. Oui, mais ce n'est pas ça qui freine les annonceurs. Hein. Oui, j'ai dit. Ils font venir des artistes ici à 300 millions. Hein. Non. J'ai dit seulement, pour le sport, l'État devrait déjà dire comment ça devrait fonctionner pour le sport et que qu'on l'applique. Hein? Qu'on l'applique. C'est l'intérêt. Oui, pour que le sport en bénéficie. Mais ils ne font pas. D'accord. Ça fait 7 ans qu'on a le décret là. Charles, dans notre football dit professionnel en mal en application de ces tests. Quand on vous écoute à gauche et à droite, tout est écrit, tout est balisé pour qu'on ait des clubs véritablement professionnels. Mais jusqu'ici, on ne les a toujours pas. C'est un laxisme qui vient de la tutelle, qui vient véritablement Moi, je ne dirais pas qu'il a mal à l'application de ces textes. Il a mal à sa conception. Les textes entrent dans la conception aussi. C'est un pan. Il sait que quand vous faites les faisabilités, il y a la faisabilité juridique, juridico. Ça, c'est un pan. La conception de notre foot professionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler avec les spécialistes. Oui. Vous comprenez? Oui. Il y a des spécialistes qui savent gérer le patrimoine. Il a donné la typologie des clubs tout à l'heure. C'est très intéressant ce qu'il a dit tout à l'heure, en vous parlant des clubs corporels et des clubs populaires. Chez nous, ça se complique parce que le club populaire n'est même pas l'émanation d'une association. C'est l'émanation d'une chefferie. C'est-à-dire que les dirigeants de l'association sont soumis au chef d'abord parce qu'ils sont de la contrée. Tu ne t'opposes pas au chef. Tu es président de l'association qui s'appelle le club X. Mais ce club X appartient à la chefferie. Oui. Comment tu te mets là-dedans? Comment tu vas faire comment alors que c'est le chef, tu dois te courber? C'est un modèle qui n'est plus adapté. Devant lui. Je ne dis pas ça. Moi, je refuse de dire qu'il n'est pas adapté. Il n'est plus adapté. Je veux qu'on confie l'étude à des spécialistes qui vont s'asseoir. Vraiment notaire, Nasser, etc. Lui, il a une expérience. Vous les faites asseoir, vous le dites. Faites-nous le modèle pour les clubs qui sont de ce type-là. Comment ils peuvent être professionnels en restant un club de la chefferie, parce que l'histoire, il ne faut pas oublier l'histoire du club. Le problème de Canon, c'est le problème d'histoire. Vous savez, le gars dit c'est mon père ou mon oncle qui avait fait ci ou ça. Le Tonnerre, c'est pareil. La famille Ombazine vous dit, nous avons quand même un droit de préemption. Aujourd'hui, vous voulez passer professionnel, nos parts, c'est quoi? Et ça a du sens. Vous ne pouvez pas balayer ça. Parce que ce n'est pas vous qui avez commencé cette équipe. Vous comprenez? Je prends souvent cet exemple ici. Si vous prenez l'Union de Douala, vous décidez que l'Union de Douala a un repreneur aujourd'hui. Les Qataris sont venus. Moi, je suis le fils de Feu Kouamou, de Goa. Je dis, oui, mon père aussi avait géré ça. Vous n'allez pas me renvoyer comme ça. Il faut m'écouter, au moins, pour savoir comment me gérer. Vous comprenez? Il y a de la réflexion. Il y a un travail de fond. Et c'est exaltant. C'est pour ça que la LFPC devait être une société de mise en place. C'est-à-dire, elle devait financer ces études-là. C'est-à-dire, vous qui avez de l'expérience, qui êtes parti à l'étranger pour apprendre certaines choses, les Nasser qui travaillent avec l'extérieur, on vous dit, venez, think tank. Asseyez-vous ici, voici, pondez-nous un rapport, on va l'appeler rapport Nasser, on va l'appeler rapport qui, ce qu'on veut. Mais on ne veut pas le faire. Parce que nous sommes dans des états, et c'est ça que j'appelais contextualisation, où tous les honneurs
vont à un seul endroit. Ouais. Personne n'a le droit. On parle de loi quoi? C'est pas Bosman? Arrêt Bosman, oui. Mais arrêt Bosman. Pourquoi on n'aurait pas des arrêts Nasser, des Pincy, etc. On n'en veut pas parce que ça va faire de Pincy une célébrité. Et il n'a pas le droit d'être célèbre. Donc du coup, on préfère perdre les idées qu'il peut apporter parce qu'on refuse qu'il emporte la paternité. Et tout le monde perd. C'est ça notre problème. On peut travailler. Je vous assure qu'on a les meilleures compétences dans ce pays. On a les meilleures anciennes gloires du football. Justement, on arrive au thème de ce programme. On va faire un dernier tour de table, parlant justement de cet autre volet, de la starification de nos joueurs et de la valorisation des gloires de ces clubs et clubs qui ne sont plus en première division. Guy Djita, vous l'avez vu en Afrique du Sud, même lorsque j'étais en Namibie, j'ai remarqué que les pays environnants d'Afrique du Sud étaient dominés par le championnat sud-africain, dans les télévisions, les chaînes et autres. C'était le championnat sud-africain qui passait en priorité que les championnats étrangers. Et il y avait cette forte manie de toujours présenter les stars de l'équipe, sur les bus, de les starifier, de les vendre pour avoir également la sympathie du public, qu'on puisse venir et les reconnaître. Ça donne un peu plus d'image à l'équipe, un peu plus de côte à l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire justement quand vous regardez nos clubs actuels où on a de la peine à citer des grands joueurs actuels dans des clubs et parfois on ne sait même plus qui est passé par tel club aujourd'hui? Non, je crois que sur ce thème-là, moi je vais parler juste sur une expérience, mais qui peut être quelqu'un au Cameroun? Moi je me rappelle encore quand j'étais tout jeune, quand j'allais au stade de voir les matchs de l'Union, tout petit je ne connaissais même pas, je n'ai pas vu les scènes de l'Union, moi j'habitais à village, l'Union s'entraînait à Bépanda, mais je savais qu'il y avait André William, il y avait des Kobo. Et à l'époque, il y avait un gardien appelé Tchunko qui disait toujours « à moi ». Mais dès que vous arriviez, les supporters vous annonçaient un joueur. Parce qu'on l'a vu grandir, on a eu son cursus. Le véritable pour le Cameroun, c'est comme Charles l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on développe les centres de formation. Il faut qu'on apprenne à voir comment, comme un poulet qu'on nourrit du début jusqu'à la fin. Quand vous voyez, je prends pour moi qui suis éducateur, j'ai par exemple assisté aux séances d'entraînement de l'Amkel à la brasserie. Vous voyez un joueur grandir. C'est clair que le jour qu'il arrive en U18, vous mourrez d'envie de le voir reproduire ce qu'il vous a fait quand il était tout petit. Le véritable problème qu'on a, c'est qu'en Afrique du Sud, dans les pays développés, on suit les joueurs. Quand ils arrivent à 18 ans, le supporter qu'il a vu aux entraînements a envie de voir. Et pourquoi ça se passe comme ça? Il faut qu'on retienne ce qu'aujourd'hui, au sortir de ça, c'est que le football, c'est un spectacle dont les entraîneurs, dont le stade, aujourd'hui, il y a des produits comme les outputs. Les outputs, c'est par exemple les investisseurs, la billetterie, ce qui vient de l'extérieur. Input, par exemple, ce sont les joueurs. C'est eux qui vont créer de la devise. Il faut donc qu'on fasse quoi? Pour qu'un joueur soit performant, il faut quoi? Il faut qu'un bon stade. Pour qu'il soit bien, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un bon entraîneur. Il faut donc, pour moi, il faut qu'on investisse sur les joueurs, sur les infrastructures, sur les entraîneurs. Et après, on aura des spectacles où on viendra voir des grands joueurs. Mais tant qu'on n'y est pas, au fond, c'est clair qu'il y aura un désamour vers le haut et ça nous posera toujours un peu mal à la fin. Serge Pincy, s'il fallait donner un conseil à la fédération, le championnat est en cours, mais est-ce que ça empêche qu'il y ait justement mené ses études pour un peu ce retour, bien amorcer ce professionnalisme pour les années à venir? Je vais vous prendre un exemple pour vous dire que c'est l'État qui dirige tout. Je vais toujours dire que l'État dirige tout. Il y a eu un problème lors d'un match Bulgarie-Angleterre. Des propos racistes contre les joueurs anglais. Le ministre des Sports, le premier ministre bulgare est sorti et il a demandé que le président de la fédération démissionne. Sinon, eux, ils ne vont plus financer le football dans leur pays. Le président a démissionné. Ouais. Et l'entraîneur sélectionné a démissionné. Tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, à tout moment, a le levier de dire que voilà la direction qu'on va avoir. Mais ils entendent des histoires de New Star, Astre, des décisions, et le championnat CTT, le comité transitoire de technique de transition, LFP, c'est tout ça. C'est à Yaoundé. Ce n'est pas à Douala qui a ça. Ils sont au courant de tout, ils entendent ça. Mais ça ne les intéresse pas. Attendez, ça ne les intéresse pas, c'est n'importe quoi. Donc, tant qu'ils ne voudront pas que ça change,
Ça ne va pas changer, ça va rester comme ça. Là. Et les gens vont tous s'amuser. Et comment un président, s'il te plaît, laisse-moi dire, comment quelqu'un peut refuser d'appliquer une décision de justice? Dans quel pays? Il n'est pas inquiété. Et il n'est pas inquiété. Dans quel pays? Charles, rapidement. Mais moi, je rappelle juste ce que je dis. Réfléchissons. Pensons notre foot. Cessons d'être complaisants avec la médiocrité. Recherchons l'excellence. Elle ne nous est pas inaccessible, puisque les Samuel Eto'o ont touché l'excellence. Françoise Bango a touché l'excellence. Donc c'est accessible aussi aux Camerounais. Donc ne restons pas là à penser que nous sommes les damnés de la terre. D'accord. Réfléchissons. Nasser, un dernier mot? Moi, un dernier mot, ou plusieurs mots plutôt, je dirais, il faut qu'on soit assez rigoureux avec notre football. Je suis pour qu'on ait même une direction nationale de contrôle de gestion avec un cahier des charges pour les clubs. Quitte à ce qu'on ait un championnat à 10 clubs, mais 10 clubs qui respectent le cahier des charges. Aussi simple que ça. D'accord. Merci à tous d'être passés par ici. Ils étaient nombreux à nous suivre ce soir en direct. On dit merci à tous nos techniciens qui nous ont permis de tourner jusqu'à très tard dans la nuit. Si je suis en noir et certains également, c'est parce qu'on va accompagner notre collègue Mathieu Fangwa, puisque son papa va prendre le chemin de sa dernière demeure du côté de Bamena dans l'Undi, dans l'ouest Cameroun. Actuellement, la vie est en cours au domicile du père de Mathieu Fangwa, à qui nous souhaitons nos condoléances. Et je profite également pour annoncer ce match entre les vétérans Solidarité et vétérans Baba de 0 de Yaoundé. Ça aura lieu au stade de Niala-Château à 15h samedi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à très tard dans la nuit. Rendez-vous dimanche pour ceux qui aiment Grand Stade. On parlera de la 9e et de la 8e journée de l'Élite Douane avec pas mal de beaux buts enregistrés. Mais jeudi prochain, 21h30 pour le prochain rendez-vous de questions de sport. Bye.